Donc, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et je suis ravi de voir que vous êtes nombreux. Donc, cette année, je vais me concentrer sur la manière dont les humains peuvent s'adapter aux nouveaux environnements, comme vous avez vu dans les titres. Et parce que je pense que dans l'ère du changement climatique, des bouleversements technologiques et de l'exploitation des ressources, je crois qu'il est temps de prendre un peu de recul et d'essayer d'apprendre du passé. Autrement dit, on va voir comment notre espèce s'est adaptée par le passé aux changements environnementaux, qu'ils soient climatiques, nutritionnels ou culturels. Donc, on peut tous, les humains et tous les animaux et plantes d'ailleurs, s'adapter à l'environnement par des moyens biologiques, comme on verra, mais aussi par des moyens culturels, évidemment. Face au froid, nous avons inventé des vêtements qui nous ont permis de nous protéger. Mais cette année, on ne va pas se concentrer sur l'adaptation culturelle, on va se concentrer sur l'adaptation biologique. Comment, biologiquement, on peut s'adapter au changement, et en particulier, un type d'adaptation qui est celle qu'on peut découvrir grâce à l'étude de nos génomes. Donc, voici les 4 cours. Dans ce premier cours d'aujourd'hui, on va voir les grands principes et concepts reliés à la sélection naturelle, à l'adaptation, ses différentes formes, et aussi, très rapidement, des différentes méthodes pour détecter la sélection naturelle. La semaine prochaine, on va voir des exemples de comment les humains et différentes populations humaines se sont adaptés au climat, au niveau d'ensoleillement, mais aussi aux ressources alimentaires. Et on va voir aussi les conséquences de ces adaptations sur ce qui sommes aujourd'hui, c'est-à-dire notre diversité phénotypique, nos différences, que ce soit physique ou face à certaines maladies. Dans le troisième cours, on va voir la façon dont on peut s'adapter aux environnements extrêmes. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire des environnements inhospitaliers et extrêmes comme l'Arctique, le froid, la forêt tropicale avec ses températures et son humidité, mais aussi comment on peut vivre les humains en conditions extrêmement difficiles d'hypoxie, c'est-à-dire de très peu d'oxygène, comme il y a plus de 20 millions d'humains qui habitent au Tibet, dans les Andes ou dans les hauteurs de l'Éthiopie. Et enfin, dans les derniers cours, on va voir comment d'autres types de sélection naturelle plus particulières, comme la sélection polygénique, c'est-à-dire ce n'est pas un gène ou une mutation, mais c'est beaucoup de gènes et beaucoup de mutations qui vont nous permettre d'être, par exemple, plus grands ou plus petits. Et on examinera aussi ensemble les conséquences de cette adaptation sur notre santé d'aujourd'hui. Donc, dans les cours de cette année, je vais aussi, d'une façon délibérée, ne pas parler d'un type d'adaptation très particulier, que c'est notre adaptation aux agents infectieux, aux pathogènes causant les maladies infectieuses. D'une part, parce qu'on l'a vu il y a 2-3 ans, et c'est tout. Il n'y a pas d'autre part. Ouais. Mais pour certains exemples très particuliers, très spécifiques ou très récents, je ne pourrais pas m'empêcher de les mentionner. Et enfin, chaque cours sera suivi d'un séminaire où on va voir comment d'autres organismes, que ce soit des arbres, des champignons, mais aussi des papillons, les chiens avec la sélection naturelle, ou d'autres forces de l'évolution, que ne c'est pas nécessairement la sélection naturelle, peut influencer notre diversité et notre évolution. Donc, commençons par le premier cours proprement dit, où on va voir les grands principes de la sélection naturelle, ainsi que les différentes formes qu'elle peut prendre.
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je ne sais pas si vous avez assisté à tous mes cours les années dernières, juste donc 5-10 minutes de mettre les bases pour que tout le monde puisse suivre aujourd'hui et les semaines à venir. Donc, quelques rappels sur la diversité génétique, nos génomes. Je vous rappelle que le génome humain fait 3,2 environ millions de bases. Bases sont les nucléotides. Notre génome est fait de lettres G, A, T, C. Et juste 2% environ de ces 3 milliards de nucléotides est ce qu'on appelle codant. C'est-à-dire 2% de notre génome va donner lieu à des protéines, les protéines étant les molécules essentielles pour la construction des êtres vivants. Donc, ces 2% contient toutefois environ 20 000 gènes qui font de nous ce que nous sommes, et les 98% restants du génome, qu'on appelle non-codants, est pour ceux que l'on connaît, impliqués principalement dans des fonctions régulatrices. De plus, nos cellules contiennent un autre génome, qu'il est ici, dans nos mitochondries, s'appelle le génome mitochondrial. Il est très petit, il fait juste 16 000 bases, 16 000 lettres, et il est dans les mitochondries, qui, comme vous savez, sont les centrales énergétiques de la cellule. Nous savons également que le type de variabilité entre les génomes des individus, principalement, c'est des changements binaires d'une base qu'on appelle polymorphisme nucléotidique ou qu'on appelle aussi SNP, prononcé comme ça, que ça vient de l'anglais, Single Nucleotide Polymorphism, c'est simplement le changement, dans l'occurrence ici, d'une C à un T. Mais voici aussi quelques termes importants, parce que je vais les utiliser beaucoup. Et parfois, il y a des termes qui sont synonymes. On parle de polymorphisme, on parle de mutation. Et je voudrais aussi être sûr qu'on ne se perd pas à cause de ce jargon. Donc ici, vous avez 3 individus. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Et ça, c'est le troisième. Vous savez qu'on a 2 génomes, un hérité de notre père et l'autre hérité de notre mère. Donc on va se concentrer sur cet individu ici. Une mutation, c'est simplement un changement. En l'occurrence, le A et le G, ça c'est une mutation qui est arrivée quelque part dans le passé. Qu'est-ce que c'est un génotype? Ça veut dire qu'à cette position du génome, cet individu est AG, l'A de son père et le G de sa mère, par exemple. Qu'est-ce que c'est un allèle? Un allèle, c'est que pour cette position du génome, on peut être soit A, soit G. Donc un allèle, c'est A. Un autre allèle, c'est G. Un haplotype, c'est une combinaison d'allèles. Par exemple, l'individu 1, il a 2 haplotypes, un que c'est AGT et l'autre haplotype qui est GTT. Donc un haplotype, c'est une combinaison d'allèles qui vont ensemble. Enfin, un individu peut être hétérozygote. Ça veut dire que pour cette position donnée, il a les 2 allèles. Ou il peut être homozygote. Ça veut dire que pour cette position donnée, il a le même allèle. Okay? En ce qui concerne l'ampleur de la diversité génétique entre populations humaines, aujourd'hui on sait très bien, ça c'est juste un exemple du projet 1000 génomes, donc environ 2500 individus devant 6 populations différentes, et ils ont découvert environ 84 millions de SNP ou polymorphismes nucléotidiques. Donc en gros, ce qu'on peut voir ici, c'est que la plupart de ces polymorphismes sont partagés entre les populations humaines, qu'ils soient partagés, que vous pouvez voir ici, dans différentes couleurs de gris. Ce sont le pourcentage de mutations partagées soit par tout le monde, soit par les mêmes populations au sein du même continent. Et en couleur, vous pouvez voir les mutations qui sont principalement associées à un continent. On a aussi observé, depuis les dernières 15-20 ans,
que les populations africaines, ça c'est le niveau de diversité, et ça, en l'occurrence, ce n'est pas le niveau, mais peu importe, les populations africaines présentent plus de diversité génétique que les populations hors d'Afrique, ce qui est, et on le sait depuis longtemps, et on l'a vu en plus l'année dernière, cohérent avec une origine africaine de tous les humains. Autrement dit, les populations non africaines ne sont rien de plus qu'un sous-ensemble de la diversité génétique africaine. C'est pourquoi, plus nous nous éloignons de l'Afrique, en général, les populations ils auront de moins en moins de diversité. On sait aujourd'hui que si l'on compare deux individus au hasard dans la population, quelles que soient nos origines ethniques ou géographiques, juste 0,1% de nos génomes seront différents. Ce qui est quand même 0,1% de 3 milliards, environ 3 millions de différences entre deux individus, et on sait que la plupart de ces différences génétiques n'ont pas d'effet sur nos phénotypes. Le phénotype, je vous rappelle que c'est ce qu'on voit, ce qu'on est. On peut être plus grand, plus petit, notre pigmentation de la peau ou la vulnérabilité à développer une maladie. Donc l'étude de ces mutations-là, qu'on appelle neutres, j'y reviendrai, est très utile pour mieux comprendre les origines et les migrations humaines. Mais une partie de ces mutations, représentées ici en rouge, peut entraîner une variabilité phénotypique, que ce soit des variabilités comme nos différentes pigmentations de la peau, nos différentes façons de métaboliser certains aliments, de s'adapter au climat, on verra des exemples au cours des semaines à venir, de métaboliser aussi certains médicaments, voire de réagir face aux agents infectieux. Mais quels sont les processus évolutifs qui affectent la diversité génétique des populations humaines? Des décennies de recherche théorique en génétique des populations durant le XXe siècle ont montré que les mécanismes évolutifs peuvent se diviser en trois grandes catégories. Des facteurs génomiques, comme la mutation, des facteurs démographiques, comme l'émigration des populations, ou des facteurs sélectifs, qu'évidemment, c'est sur ça qu'on va se concentrer. Mais tous ces facteurs peuvent influencer la diversité génétique, qui à la fois peut influencer la diversité de nos phénotypes. Donc, quant aux facteurs génomiques, la mutation est le seul processus qui crée la diversité génétique en produisant des changements moléculaires dans la molécule d'ADN. Elle génère alors ce qu'on appelle des nouveaux allèles. Donc, au cours de la réplication de l'ADN, il peut y avoir des erreurs, mais souvent ces erreurs sont corrigées par un mécanisme de relecture et réparation, mais parfois ces erreurs échappent à ces mécanismes, donc il y a une mutation qui se crée, cette mutation est transmise, et comme ça, on va créer de la diversité génétique. Nous savons aujourd'hui qu'en moyenne, chacun de nous naît avec 70 nouvelles mutations par rapport à nos parents, 55 en moyenne provenant du père et 15, tout ça sont des moyennes, en provenant de la mère. Donc la mutation est le moteur de l'évolution, mais dans certains cas aussi, les mutations peuvent être associées à des maladies, et ce sera le sujet d'un autre cours dans quelques années à venir, dont je n'ai pas encore réfléchi. Quant aux facteurs démographiques, nous les avons vus en détail les années précédentes, mais un petit rappel. Évoquons d'abord la dérive génétique. Il s'agit de la modification aléatoire de la fréquence des allèles au sein d'une population au fil du temps. L'ampleur de la dérive génétique, comme vous pouvez voir ici, dépend d'un facteur qui s'appelle la taille efficace. La taille efficace de la population, ou NE, c'est la quantité d'individus dont leur diversité génétique va être transmise à la génération suivante. Donc, dans les grandes populations, ça c'est extrêmement important, aussi bien pour
pour la dérive génétique que pour la sélection naturelle, dans les grandes populations, la fréquence des mutations reste relativement stable au cours des générations, puisque les effets de la dérive génétique sont plus stables aussi. Mais en revanche, dans les petites populations, les impacts de la dérive génétique sont très marqués, avec des fluctuations de fréquence allélique qui sont importantes. C'est-à-dire, même un allèle favorable peut disparaître dans une petite population, ou un allèle délétère augmenter en fréquence. Certains événements démographiques sont associés à une diminution de la taille des populations, et donc, suite à ces événements, la dérive génétique aura des effets plus sévères. C'est le cas des goulots d'étranglement. C'est simplement, ça c'est le passé, ça c'est le présent, c'est que suite à une guerre, à un changement climatique, à une épidémie, il y a une réduction de la taille de la population. Donc vous pouvez voir que la diversité génétique de la population d'après est bien moins importante que la diversité génétique avant goulot d'étranglement. De même, pour les effets fondateurs, c'est-à-dire l'établissement d'une nouvelle population par un petit nombre d'individus appartenant à une population plus grande, comme c'est le cas ici. Il y a plein de cas dans le monde de populations qui sortent d'un effet fondateur. Les Québécois, par exemple, c'est un cas très classique d'une population qui était fondée à partir d'un petit groupe de Français, et donc ils ont moins de diversité génétique en moyenne que la population d'origine, en général. Je ne parle pas des Québécois en particulier. Enfin, nous avons la migration ou le flux de gènes, donc un mécanisme démographique qui permet les échanges génétiques entre populations. Donc l'arrivée des migrants peut modifier la distribution de la diversité génétique de la population receveuse. La migration et le métissage empêchent ainsi le développement entre les groupes de populations de différences de variabilité génétique importantes. Dans le cas d'une population à faible diversité génétique, à la suite d'un effet fondateur, par exemple, ou d'un goulot d'étranglement, l'arrivée des migrants et le brassage va compenser et va permettre de rétablir les niveaux de diversité génétique perdus. Et ceci d'une façon évidemment beaucoup plus rapide que la mutation. Donc la migration augmente la diversité génétique au sein d'une population donnée, tandis qu'elle réduit la différenciation entre populations humaines. Donc la migration et la mutation sont des forces antagonistes à la dérive génétique. La dérive érode la diversité génétique, mais l'émigration et les mutations la rétablissent. On appelle cela le phénomène d'équilibre mutation-dérive. Enfin, rentrons dans le sujet, c'est-à-dire les facteurs sélectifs, notamment la sélection naturelle. Donc, ce mécanisme stipule que les traits qui favorisent la survie ou la reproduction dans un environnement donné voient leur fréquence augmenter de génération en génération. Le principe a été postulé par Charles Darwin vers la moitié du XIXe siècle, lorsqu'il a publié L'origine des espèces, paru en 1859. Le principal postulat est celui du changement et de la transformation graduelle des espèces par sélection naturelle. Darwin était le premier à avancer que les différences entre les espèces ont été acquises sous l'effet de la sélection naturelle, qu'il considérait comme le mécanisme fondamental de l'adaptation à l'environnement. Darwin postulait que les différences observées entre individus ou entre espèces sont, entre guillemets, transmises aux générations suivantes. Je dis entre guillemets parce qu'il n'avait pas conscience de la génétique, mais qui était inconnue à l'époque comme concept. Ce sont ces différences qui influencent la capacité des individus ou des espèces à survivre et à se reproduire, ce que l'on appelle aujourd'hui la valeur sélective
ou souvent on utilise le terme anglais, la fitness. Cette théorie, à laquelle son contemporain Alfred Wallace était également parvenu, donc, marque le début de la pensée évolutionniste. Dans la formulation de la sélection naturelle, les populations peuvent s'adapter au fil du temps à condition que 3 grands principes soient remplis. Tout d'abord, il faut le principe de la variabilité, de la variation. Sans variation, la sélection naturelle n'a pas de matière première sur laquelle agir. Si on prend l'exemple de la longueur du cou de la girafe. Si tous les girafes de la savane ont le cou de la même longueur, tout ont les mêmes capacités ou les mêmes limitations pour atteindre les branches des arbres et se nourrir de leurs feuilles. Donc, le deuxième grand principe est celui de l'hérédité. Les girafes à long cou transmettent ce trait, long cou, à leur descendance. Même si Darwin ne parlait pas de génétique, il postulait, comme je viens d'évoquer, qu'il devait y avoir une transmission des traits des parents vers les enfants, en l'occurrence ici la longueur du cou. Et enfin, dans la compétition pour les ressources disponibles, certains individus sont avantagés. Donc c'est le troisième grand principe, celui de l'adaptation. Les girafes au long cou sont mieux nourries que leurs congénères au cours plus court et elles sont mieux adaptées à leur environnement. Donc, les girafes à long cou ont dès lors une opportunité de survie et de reproduction plus importante. C'est à cela qu'on mesure l'adaptation. Donc, au fil du temps, il y aura de plus en plus de girafes à long cou parce que les autres vont petit à petit s'étendre. Donc, effectivement, le deuxième principe de la sélection naturelle invoque la transmission des caractères héréditaires, ce qui est connu aujourd'hui sous le terme de génétique. Donc, Gregor Mendel, pourtant contemporain de Darwin, est considéré comme le père fondateur de la génétique. Ses travaux sur la transmission des caractères héréditaires ont marqué un tournant majeur dans la compréhension de l'hérédité. Mendel a mené à terme des milliers d'expériences sur des petits pois avec différentes couleurs, différentes textures, et en croisant ces plantes et en observant les caractères de leur descendance, il a démontré qu'il y avait des facteurs, entre guillemets, parce qu'il ne savait pas que c'était des gènes, des facteurs qui se transmettaient de génération en génération d'une manière prévisible. Ces découvertes ont conduit à l'établissement des lois de l'hérédité, maintenant connues sous le nom des lois de Mendel. Mais la génétique des populations, en tant que telle, débute entre les deux guerres, avec des chercheurs comme Ronald Fisher, Sewell Wright et John Haldane. Fisher est surtout connu pour montrer que la variabilité d'un phénotype est compatible avec l'hérédité mendélienne. C'est-à-dire, il soutient que l'évolution s'effectue par sélection naturelle sur des mutations génétiques. Wright, pour sa part, est surtout connu pour le concept de dérive génétique, dont je viens de vous en parler. Et enfin, Haldane a développé une approche mathématique pour comprendre comment la sélection naturelle affecte la fréquence des mutations et comment la sélection, la mutation et la migration interagissent entre elles. Donc tous les trois fondent la génétique des populations. Avant, on avait l'évolution, Darwin, les débuts de la génétique avec Mendel, mais ces trois-là fondent la génétique des populations, une discipline où l'évolution et la génétique forment un tout cohérent, modélisé mathématiquement. Mais bien si Fisher, Wright et Haldane aient jeté les bases de la génétique des populations, le véritable consensus interdisciplinaire n'est survenu que plus tard, avec ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution. Les trois figures majeures, vous les voyez ici, c'est Ernst Mayr, Theodosius Dobzhansky et Julian Huxley. Selon leurs travaux, l'évolution est un processus graduel. Comme Darwin l'avait suggéré,
et elle est compatible avec, à la fois avec les mécanismes génétiques connus et avec les observations des naturalistes. Donc la variabilité entre les individus au sein d'une population est générée par les mutations, la recombinaison génétique et le flux génétique. Et l'évolution résulte de la combinaison des deux mécanismes. D'une part, l'apparition de nouvelles mutations au sein d'une population, qui peuvent être ensuite soumises à l'action de la sélection naturelle ou la dérive génétique, et d'autre part, ces mécanismes changent la fréquence des mutations dans la population. Cette conception, que nous paraît à beaucoup d'entre nous aujourd'hui si simple, c'est la base de la génétique de population et évidemment demeure valable aujourd'hui. Même si les connaissances théoriques en génétique de population se développaient, les données empiriques, c'est-à-dire les vraies données génétiques, de diversité génétique, restaient limitées parce qu'on ne connaissait pas comment on héritait les choses à travers quelque chose qui nous paraît très simple aujourd'hui, que c'est l'ADN. Donc c'est en 1953 que Francis Crick, James Watson et Rosalind Harding découvrent la double hélice. J'ai dit Harding parce que Rosalind Harding, c'est une généticienne de population. Il démontre que dans l'ADN est composé de séquences de 4 nucléotides différents arrangés en double hélice. Donc ce modèle de l'ADN a ouvert la voie au dogme central de la biologie moléculaire qui explique le flux d'informations dans les organismes vivants. Donc grâce à ces découvertes, le japonais Moto Kimura a pu combiner des approches théoriques en génétique de population avec des vraies données génétiques pour les tester. Ce qui l'a conduit à proposer ce qu'on appelle la théorie neutraliste de l'évolution en 1968. Cette théorie postule que la plupart des changements évolutifs sont dus à la dérive génétique, contrairement à la théorie synthétique de l'évolution, qui mettait plutôt l'accent sur l'action de la sélection naturelle. On a souvent tenté de présenter les théories darwinistes et neutralistes comme contradictoires, mais en réalité, elles ne le sont pas. Elles sont simplement complémentaires et abordent différents aspects de la même réalité. La théorie de Darwin tourne autour du concept de la sélection naturelle qui favorise des traits conférant un avantage reproductif dans un environnement donné. Par exemple, comme on le verra dans 2 semaines, être plus petit pour vivre dans la forêt tropicale. C'est ça qui postulait Darwin. Il y a des traits plus petits, plus grands, une peau plus foncée, une peau plus claire dans les latitudes nord. Donc ça va être favoriser les traits. Donc la théorie de Darwin propose que les changements évolutifs se produisent progressivement sur de longues périodes grâce à l'accumulation des variations adaptatives. En revanche, la théorie de Kimura, donc la théorie neutraliste, se concentre sur les changements génétiques au niveau moléculaire, notamment au niveau de la séquence de l'ADN. Elle remet en question l'idée selon laquelle la sélection naturelle est la seule ou la principale force conduisant à l'évolution à niveau moléculaire. Kimura avance l'idée qu'une proportion très importante de changements génétiques, donc moléculaires, sont neutres, c'est-à-dire qu'ils n'affectent pas notre capacité de se reproduire et de survivre. Et donc, la distribution de ces changements neutres dans la population sont gouvernés par la dérive génétique, ce qui nous paraît aujourd'hui très normal. La théorie de Kimura a été étendue par la japonaise Tomoko Ota, donc disciple de Kimura, qui a développé la théorie quasi-neutraliste de l'évolution. Elle propose que certaines mutations, bien que faiblement sélectionnées, peuvent être considérées comme pratiquement neutres en raison de leur faible impact
sur la capacité d'un individu ou d'une population à survivre et à se reproduire. C'est-à-dire, ces mutations-là, ils ont très peu d'impact sur la fitness. Rappelez-vous du mot fitness, valeur sélective. Donc ces théories ne sont pas opposées, elles postulent toutes, au fond, que seule une minorité des mutations présentes au sein d'une espèce ou entre différentes espèces est de nature adaptative. Comme nous l'avons vu dans le cas du cou de la girafe, la sélection naturelle agit sur les phénotypes, sur les traits, car c'est eux qui procurent des avantages ou des inconvénients adaptatifs. Mais ce qui est hérité, ce n'est pas le trait ou le phénotype, c'est la génétique sous-jacente, les mécanismes moléculaires qui, quelque part, déterminent ces phénotypes. Ainsi, même s'ils ne sont pas directement sélectionnés, les génotypes ne sont pas la cible, ils sont tout de même influencés par la sélection naturelle. Ce qui nous amène au concept de fitness ou valeur sélective en français. La fitness des génotypes, les génotypes, c'est les combinaisons de mutations, je vous rappelle. Donc la fitness, des génotypes, évalue la contribution d'un individu à la composition génétique de la population suivante. Les individus avec une fitness génétique plus élevée ont tendance à transmettre plus leurs gènes à une proportion plus importante à la génération suivante, ce qui peut conduire à des changements dans la fréquence des allèles au fil du temps. Regardons cet exemple. Dans cet exemple, les araignées a, ici, que sont plus foncées, sont plus visibles par les oiseaux et seront donc plus facilement mangées. En revanche, les araignées A en verte et A en bleu clair sont presque invisibles les vertes et beaucoup moins visibles les bleus clairs. Donc, ils vont pouvoir échapper plus facilement aux oiseaux. Donc, par conséquent, au fil du temps, les araignées bleu foncé ont tendance à disparaître quand elles présentent une fitness plus faible. Donc, le génotype a, vous voyez aujourd'hui ici, il a disparu par sélection naturelle. Mais pour comprendre la fitness, il faut introduire le paramètre du coefficient de sélection sur lequel dépend la fitness, entre autres. Donc le coefficient de sélection S peut être positif, ça veut dire que la mutation sera avantageuse, peut être égal à 0, ça veut dire que la mutation est neutre, ou peut être négative, ça veut dire que la mutation est délétère. Par exemple, on peut avoir un coefficient de sélection positif de 8%. Ça veut dire quoi? Ce qui est plus ou moins le cas de la mutation qui permet à beaucoup d'entre nous, on verra ça la semaine prochaine, de digérer le lait à l'âge adulte. Un coefficient de sélection de 8%, ça veut dire que les porteurs de la mutation avantageuse connaissent une augmentation de 8% de leur succès reproductif par rapport aux individus ne portant pas l'allèle. Il y a à noter qu'un coefficient de sélection de 8%, il est immense dans l'espèce humaine. Donc, quel est le devenir des mutations sur plusieurs générations? Ici, vous avez les fréquences des mutations, de 0 jusqu'à 100%. Ici, vous avez les générations. Donc, sur la base des connaissances théoriques de la génétique des populations, aujourd'hui, on peut prédire la trajectoire d'un allèle sélectionné au fil du temps. Comme vous pouvez le voir, la sélection entraîne une augmentation des allèles plus ou moins rapide dépendant du coefficient de sélection. Coefficient de sélection de 1%, parce que c'est déjà très fort, la mutation va augmenter beaucoup plus rapidement qu'un coefficient de sélection de 0,5% ou un coefficient de sélection négative, où la mutation, par définition, ne va pas augmenter en fréquence.
Ici, dans ce cas-là, la mutation était à 0% au début. Mais si la mutation déjà au début, imaginons elle est à 20%, il a été neutre avant, on va voir ça. Vous pouvez voir ici que dans le cas du coefficient de sélection négative, il va diminuer en fréquence pour éventuellement disparaître de la population. Mais une autre chose qui influence aussi la trajectoire d'une mutation, d'un allèle au cours du temps, c'est le mode de dominance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si une mutation est dominante, c'est-à-dire qu'il faut seulement une copie de la mutation pour déterminer le phénotype. Par exemple, il vous suffit une copie héritée de votre père ou de votre mère pour avoir le cou très long, comme les girafes. Dans ces cas-là, aussi, elle va augmenter beaucoup plus rapidement en fréquence, dans le cas que la mutation est dominante. En revanche, si la mutation est récessive, ça veut dire quoi? Qu'il vous faut les deux mutations, les deux allèles, pour que le phénotype s'exprime. Donc il faut les deux copies du père et de la mère pour hériter le cou long. Donc dans ces cas-là, il va falloir beaucoup plus de temps pour que la mutation augmente en fréquence. Mais la réalité est encore un peu plus complexe parce que quid des effets aléatoires introduits par la dérive génétique? Est-ce que ça c'est des grandes populations, des petites populations? Je vous ai dit avant que ça a une influence. Donc lorsqu'on intègre les effets de la dérive génétique dans ces modèles, la complexité augmente. Les figures ici illustrent les trajectoires à partir d'une fréquence de départ de 50% de la mutation pour une gamme de différents coefficients de sélection. Dans le panneau de gauche, la sélection est suffisamment forte pour que la dérive ait peu d'impact sur les allèles sélectionnés, que sont en bleu pour une sélection positive et en rouge pour une sélection négative. Les courbes grises illustrent le devenir de la mutation si elle ne fait rien, si elle est neutre. En revanche, dans le panneau de droite, la sélection est 10 fois moins forte. Bien que les courbes bleues aient tendance à être plus élevées parce qu'ils sont associés à un coefficient de sélection positif. Donc, les courbes bleues, c'est des mutations avantageuses. Les courbes rouges, c'est des mutations délétères. Donc, je vous disais, bien que les courbes bleues aient tendance à être plus élevées que les courbes rouges, en moyenne, le caractère aléatoire de la dérive fait que certains allèles bleus avantagés vont se perdre et certains allèles délétères, voire associés à des maladies, ils vont augmenter en fréquence, simplement parce que la sélection, comme vous pouvez voir, est plus faible. Donc, pour que la sélection opère, il faut qu'elle survive aux effets aléatoires de la dérive. Donc, explorons maintenant les différentes formes qui peut prendre la sélection naturelle. Je vous assure, la semaine prochaine, ça sera beaucoup plus agréable, moins lourd, parce qu'il y aura beaucoup plus d'exemples. Aujourd'hui, c'est un peu plus sec. Donc, tout d'abord, explorons la sélection naturelle à niveau du phénotype. On peut avoir la sélection stabilisante. Elle favorise les phénotypes intermédiaires dans la population. Maintenant ainsi un status quo pour un phénotype donné. Dans tous ces graphiques, quand c'est en rouge, ça veut dire que le phénotype est désavantagé, et quand c'est bleu, ça veut dire que le phénotype est avantagé. Prenons l'exemple du poids à la naissance. Dans une population, le bébé né avec un poids moyen a généralement des meilleures chances de survie et de santé que ceux nés avec un poids très faible ou très élevé. Les bébés avec un poids faible peuvent rencontrer des difficultés de survivre en raison des problèmes de santé, tandis que les bébés avec un poids très élevé peuvent avoir des complications à la naissance. Ainsi, la sélection stabilisante, ici,
favorisera les bébés nés avec un poids situé dans la moyenne, contribuant à concentrer la distribution du poids autour de la moyenne au fil du temps. Le deuxième type de sélection naturelle est la sélection directionnelle, qui favorise la fréquence d'un trait extrême en particulier, comme la grande taille dans certaines populations. La grande taille des humains, mais la petite taille aussi, et on le verra, comme ça peut être aussi un avantage. Mais la grande taille des humains peut offrir divers avantages sélectifs contribuant à la survie et à la reproduction, comme une meilleure thermorégulation dans des environnements froids, ou un avantage dans la compétition sexuelle, par exemple. Par exemple, dans certaines sociétés humaines, une plus grande taille peut être associée à une plus grande force physique, ce qui peut influencer la compétition pour l'accès aux partenaires sexuels. Ça, cette année, on ne va pas parler de la sélection sexuelle, mais ça pourrait être aussi un sujet de cours intéressant. Ce type de sélection, pas la sexuelle, la directionnelle, donc constitue la base de l'évolution darwinienne, conduira, en l'occurrence, à une augmentation significative de la moyenne, vous voyez, qu'elle est décalée de la moyenne de la taille dans la population humaine. Enfin, un type plus rare de sélection naturelle, c'est la sélection disruptive ou divergente, qui se produit lorsque les phénotypes extrêmes sont avantagés par rapport aux intermédiaires. Un exemple inventé, hypothétique, de sélection disruptive chez les humains pourrait être lié au niveau de la couleur de la peau dans un environnement particulier. Imaginons une population humaine vivant dans une région où les niveaux d'ensoleillement varient beaucoup. Donc, dans cet environnement, une peau très foncée pourrait offrir une protection accrue contre les effets nocifs des rayons UV, tandis qu'une peau très claire pourrait permettre une absorption maximale de la vitamine D en cas de faible exposition au soleil. Dans un tel scénario, la sélection disruptive peut favoriser les individus soit avec une peau foncée, soit avec une peau plus claire, tandis que les individus ayant une peau de teinte moyenne pourront être moins avantagés. Donc, au fil du temps, la fréquence des individus aux extrêmes de la variation de la pigmentation de la peau augmenterait en fréquence dans la population, conduisant à une sélection disruptive. Mais les exemples de ce type de sélection chez les humains sont rares, voire inexistants, en raison de l'influence de nombreux facteurs génétiques, environnementaux ou culturels. Mais existe, par exemple, chez les épinoches. Donc, les épinoches, c'est un type d'espèce de poisson. Et là, on observe une sélection disruptive pour la taille. Donc, les deux tailles extrêmes sont avantagées, à la fois les plus petits et les plus grands, mais pas les intermédiaires, parce que chaque type a été favorisé, parce que ça procurait un avantage particulier pour l'accès aux ressources nutritionnelles. Par exemple, la plus petite espèce est spécialisée dans une alimentation de plancton, tandis que les plus larges se nourrissent des proies benthiques. Donc, ce que c'est important à savoir, c'est que cette forme de sélection naturelle disruptive peut potentiellement mener à ce qu'on appelle la spéciation sympatrique, qui se produit, donc va donner lieu au cours du temps à deux espèces différentes, qui se produit donc sans isolement géographique. Mais comme nous l'avons vu, ce n'est pas les phénotypes, c'est la génétique sous-jacente que s'hérite. Donc, en se basant sur les génotypes, on peut distinguer deux grandes formes de sélection naturelle. Très simplement, la sélection purifiante, qui se produit lorsqu'un allèle est défavorisé, et la sélection positive, qui intervient lorsque un allèle est avantageux. Ici, vous avez un exemple de sélection purifiante. Donc, ça, c'est le avant, ça, c'est le après, ici. Et on l'appelle aussi sélection négative. Et en gros,
ce type de sélection naturelle élimine les allèles délétères de la population. Cette élimination des allèles délétères se fait à une vitesse qui dépend essentiellement de deux facteurs. Le caractère délétère de l'allèle, c'est-à-dire est-ce qu'il est très peu délétère ou un peu juste, c'est ce qu'on appelle encore une fois le coefficient de sélection, et la taille efficace de la population, le NE. Une mutation létale, par définition, sera immédiatement éliminée en une seule génération, tandis qu'une mutation faiblement délétère peut se maintenir dans la population plus ou moins longtemps, dépendant de est-ce qu'elle est très délétère ou pas, ou si la population est très grande, la sélection naturelle est plus efficace, ou si la population est plus petite, la sélection naturelle aura plus de mal à éliminer l'allèle, parce que les effets de la dérive seront plus forts. La sélection positive, évidemment, c'est le contraire. Dans ce cas-là, l'allèle G, c'est l'allèle qui est avantageux. Donc, au cours du temps, l'allèle G va monter en fréquence dans la population, et éventuellement, pour arriver à fixation. Fixation, c'est 100% de la population. C'est donc sur ce type d'adaptation génétique, la sélection positive et ses différents types, que nous allons nous concentrer pour le reste du cours d'aujourd'hui et pour les différents exemples que nous verrons dans les 3 semaines qui arrivent. Donc, concentrons-nous maintenant sur les origines de ces mutations avantageuses et sur leur destinée, car cela impliquera des formes légèrement différentes de sélection naturelle. Une mutation bénéfique peut survenir à partir d'une mutation de novo ou d'une mutation qui existait déjà ou introduite par métissage. Alors, la sélection sur la mutation de novo, ici, agit sur un nouvel allèle qui est avantageux dès son apparition, car la pression sélective précède la mutation. Vous voyez, la mutation ici, la pression sélective est arrivée avant. Donc la nouvelle mutation avantageuse a tendance à augmenter rapidement en fréquence dans la population. Cependant, une mutation adaptative doit apparaître au bon moment et dans la bonne population et dans le bon environnement. Et à cause toujours de la dérive génétique, n'oubliez pas que la plupart des nouvelles mutations avantageuses sont perdues. Évidemment, pour les 3 semaines qui arrivent, je vais me concentrer que sur les cas qui ont survécu la dérive génétique, les cas qui existent d'adaptation génétique. La sélection sur mutations préexistantes se produit lorsque des mutations sont déjà présentes dans la population et précèdent les mutations ici, le changement environnemental, donc la pression sélective. Donc l'allèle sélectionné est donc plus ancien que la pression sélective elle-même. Ce mode de sélection positive, bien que moins étudié que le classique, que c'est celui-là, a probablement joué un rôle important, très important, dans l'adaptation des humains à son environnement, parce qu'on est une espèce très récente. On est sorti d'Afrique, nos ancêtres en tout cas, il n'y a que 60 000 ans, et donc on n'a pas eu le temps d'accumuler autant de mutations de novo qu'on aurait eu besoin pour s'adapter à tous les environnements auxquels on s'est adapté. Donc, dans ce cas, la sélection peut favoriser des allèles qui étaient auparavant neutres dans un environnement donné, mais dès que vous changez d'environnement, vous passez par exemple de la forêt équatoriale à l'Arctique, ce même allèle qui était sous la dérive génétique en Afrique, par exemple, peut devenir sélectionné positivement dans l'Arctique, suite à un changement environnemental. Enfin, on a ici, dans le cadre d'une mutation qui est introduite par métissage. Il s'agit d'une mutation qui était présente dans une autre espèce
ou dans une autre population simplement. Et cette mutation confère un avantage pour une meilleure survie. Donc, les mutations de ce type sont souvent déjà avantageuses dans la population d'origine et continuent à l'être dans la population receveuse. Donc, suite à l'introduction de cette mutation par métissage, ici c'est la mutation en rouge, cette mutation va augmenter dans la population receveuse par sélection positive. La population donneuse peut être simplement une autre population humaine avec qui on se métisse, voire même une autre forme humaine, mais aujourd'hui disparue, comme c'est le cas des Néandertaliens. Et on verra des exemples d'adaptation grâce à ça dans les semaines à venir. Concentrons-nous maintenant sur les mutations qui sont apparues dans la population que l'on étudie. C'est-à-dire, oublions pour un instant les mutations qui ont été introduites par métissage. On peut distinguer différents types de sélection naturelle portant sur les mutations avantageuses, chaque type présentant des subtilités qui sont très importantes parce que c'est sur ces subtilités qu'on va jouer, nous, en génétique de population, pour détecter que la sélection naturelle a agi sur nos génomes. On trouve d'abord ce qu'on appelle les balayages sélectifs. D'ailleurs, c'est ce qu'on vient de voir avant. En gros, c'est ça, un balayage sélectif. Mutation devient avantageuse tout de suite et augmente en fréquence. D'une façon un peu artificielle, à mon goût, les balayages sélectifs, ils ont été divisés en fort, j'ai oublié de traduire, en fort ou mou, dépendant si la mutation avantageuse augmente en fréquence pour être fixée chez tout le monde aujourd'hui, ou elle augmente en fréquence, mais elle n'est pas encore présente dans le 100% des individus. Dans les deux cas, la mutation présente un fort avantage pour la survie. Il a été immédiatement sélectionné dès son apparition. On a la sélection sur mutation préexistante. Je ne vais pas y revenir, on vient de le voir juste avant. Ensuite, nous avons la sélection dite équilibrante ou balancée. Ce type de sélection ne va pas fixer un allèle avantageux, mais maintient la diversité au sein d'une population ou au sein de différentes espèces. Un des mécanismes les plus connus de sélection équilibrante, donc l'avantage ici de l'hétérozygote, c'est justement cet avantage à être hétérozygote à une position donnée, c'est-à-dire avoir deux allèles différentes. C'est par rapport à avoir les deux allèles identiques. On verra un exemple, plusieurs exemples. Enfin, nous avons la sélection polygénique, dont on parlera en détail lors du dernier cours, que ce n'est pas une mutation nous permet de digérer le lait à l'âge adulte, raison pour laquelle cette mutation a augmenté en fréquence et aujourd'hui on la trouve à 80-90% en Europe du Nord, environ 50% en France. Ce n'est pas ça. La sélection polygénique, c'est 200 mutations sur 200 gènes qui participent à être 2 ou 3 cm plus grands ou plus petits. Chacune de ces mutations, indépendamment, il a un effet très très faible, mais c'est l'effet additif de 200. C'est le contraire que ce qu'on va voir vendredi prochain et l'autre vendredi, ou le cas que je viens de vous dire de la digestion du lait, que sont des mutations qui ont un effet très fort sur le phénotype. La question est maintenant, donc on va se concentrer pour le reste du cours d'aujourd'hui sur ça. La question maintenant, c'est comment détecter la sélection. Donc, le type d'adaptation génétique le plus étudié, c'est celui qui concerne, comme je vous ai dit, les balayages sélectifs, c'est-à-dire la sélection sur une mutation de novo qui est immédiatement sélectionnée après son apparition. Cela se produit indépendamment de la fixation de la mutation avantageuse,
ce qui reste rare chez les humains, car nous sommes une espèce jeune qui n'a pas eu le temps de fixer les mutations à 100% dans des populations spécifiques. C'est-à-dire, ça n'existe pas, telle mutation est à 0% chez les Africains et à 100% chez les Européens. D'un point de vue méthodologique, ce que nous savons faire, le mieux en génétique des populations, et la plupart des exemples que nous verrons dans les prochaines semaines seront articulés autour de ce type de sélection naturelle, c'est-à-dire les balayages sélectifs. Ça. Donc, les tests, il existe un grand nombre de tests statistiques permettant de détecter la sélection positive qui interrogent différents aspects des données génétiques. Autrement dit, chaque type de sélection laisse une trace moléculaire différente dans nos génomes, et c'est ça que ces tests statistiques vont chercher pour essayer de vous dire quel type de sélection naturelle et à quelle échelle du temps. Par exemple, nous pouvons nous intéresser aux différences entre les humains et d'autres primates, comme les chimpanzés. On sait aujourd'hui que ces deux lignées ont commencé à diverger il y a environ 5-6 millions d'années. Donc, dans ces cas-là, les tests statistiques vont chercher des mutations qui se sont accumulées trop vite chez l'espèce humaine par rapport à la reste du génome et par rapport à la divergence des chimpanzés. Donc, ces mutations-là auraient dû participer à nous rendre ce qui nous sommes, c'est-à-dire des humains. Ça, on le verra dans un cours les années à venir. Mais ce que nous allons nous concentrer cette année, c'est la sélection positive, la sélection naturelle récente, dans les dernières 100 000 ans de notre histoire. Donc ces événements peuvent se détecter par de nombreux tests statistiques qui se fondent principalement sur deux aspects des données. La différenciation génétique entre les populations, j'y reviens de suite, ou la longueur des haplotypes associés aux mutations avantageuses. J'y reviens. Comme je vous disais, nous pouvons mesurer la sélection positive avec des tests qui mesurent les différences entre les populations humaines. Pour la plupart des gènes du génome de ces trois populations, vous pouvez voir ici, leur niveau de différenciation est celui que vous voyez représenté par la longueur des branches. Ça, c'est sous la neutralité, pas de sélection positive. Mais dans ce cas-là, un gène est sélectionné positivement. Dans cette population 1, elle va être trop différente à la population 2 et 3 par rapport à ceux qu'on s'attend du reste du génome. Ça sera un signe de sélection positive. L'autre type de test est un test qui ne compare pas les mutations, mais se concentre sur la diversité au sein d'une population donnée. Ce test va comparer la mutation que nous intéresse, de savoir si elle est neutre ou sélectionnée, et si la mutation est avantageuse, elle sera souvent associée à un haplotype beaucoup plus grand que si la mutation est neutre. Vous allez voir comment. Regardons d'abord les tests basés sur la différenciation des populations, les FST. Cette mesure statistique mesure dans quelle mesure deux populations sont différentes. Donc, cette mesure statistique est utilisée en génétique de population pour quantifier la répartition de la variation génétique entre les populations par rapport à la variabilité interne de chaque population. Le FST va de 0 à 1. 0, ça veut dire que les deux populations sont identiques, et 1, ça veut dire que les deux populations sont complètement différentes. Chez les humains, l'FST moyen est entre populations humaines est entre 0,10 et 0,15, donc très faible. Pour comprendre comment ça fonctionne, revenons
en Afrique il y a 60 000 ans. Donc ici, on a une mutation rouge, mais cette mutation est neutre. Donc cette mutation est héritée par ces deux populations et on arrive jusqu'à aujourd'hui. Donc l'FST moyen pour cette mutation qui compare ces deux populations est de 0,12 attendu. Mais dans le cadre de sélection positive, c'est quoi? Que dans ce cas-là, la mutation rouge est avantageuse. La mutation rouge est héritée par les deux populations, mais dans ce cas-là, il y a une différence environnementale. Il y a du paludisme en Afrique, il n'y en a pas en Europe. Donc cette mutation va augmenter en fréquence en Afrique, par sélection naturelle, mais en Europe va rester à faible fréquence, voire disparaître. Ici, évidemment, j'ai exagéré, parce que ça n'existe pas. Mais c'était pour vous montrer un cas inventé de sélection positive extrêmement forte. Comme je vous ai dit, l'autre type de test pour détecter la sélection positive est basé sur la longueur des haplotypes. Ici, dans la population A, vous avez différentes mutations qui sont neutres en jaune. Donc au cours du temps, ça c'est le temps, la recombinaison va casser les haplotypes. Les haplotypes, je vous rappelle, sont des combinaisons de mutations. Donc aujourd'hui, les mutations neutres sont entourées d'haplotypes relativement courtes. Les haplotypes, c'est le gris ou le rouge. En revanche, voyons ce qui se passe dans la population B. Dans ce cas, on a différentes mutations neutres en jaune, mais une mutation en rouge qui est avantageuse. Donc, comme cette mutation en rouge est avantageuse, elle va augmenter en fréquence beaucoup plus vite que le temps nécessaire pour que la recombinaison casse ces haplotypes longs-là, en bleu. Ainsi, la mutation avantageuse sera sur un bloc haplotypique long, en bleu, beaucoup plus long en tout cas que les autres mutations neutres que vous voyez ici, qui sont sur des haplotypes plus courts, en rouge ou en gris. Une autre façon de le voir, c'est comme ça. Quand une mutation apparaît, par définition, n'oublions pas qu'une mutation apparaît par définition chez un seul individu. Donc, quand une mutation apparaît, par définition, elle est à faible fréquence et elle est entourée d'un long haplotype, en jaune ici. On laisse passer le temps, donc sous neutralité, la mutation va augmenter en fréquence et la recombinaison aura raccourci l'haplotype jaune. Mais sous sélection positive, la fréquence de la mutation sera élevée et en même temps associée à un haplotype jaune long. Ça, c'est la marque de la sélection positive. Ici, à droite, on peut voir pour différentes mutations du génome leur fréquence sur l'axe des X par rapport à la longueur des haplotypes de chacune de ces mutations sur l'axe des Y. Donc, en général, plus la fréquence est élevée des mutations, 80-90%, moins l'haplotype sera longue. Donc, ça a la tendance à faire comme ça, avec des exceptions, comme on voit ici. Et une des exceptions qu'il y a là, par exemple, c'est la fameuse mutation dans le gène de la lactase qui nous permet de boire le lait à l'âge adulte, qu'elle est présente dans ce cas-là à 90% de la population et associée à un haplotype très long parce qu'elle est augmentée en fréquence cette mutation trop vite pour que la recombinaison puisse raccourcir les haplotypes. Dans les 15 dernières années, une méthode qui a été largement utilisée pour détecter la sélection naturelle au niveau du génome entier est ce que l'on appelle les scans génomiques de sélection. L'idée ici est d'utiliser une statistique donnée pour détecter la sélection naturelle, les FST ou la longueur des haplotypes, et comparer la distribution de ces statistiques pour toutes les mutations du génome. La plupart des mutations, représentées ici par des carrés noirs, vont montrer
par exemple, une FST, différenciation de population, attendue d'environ 0,1. Cependant, donc, la plupart des mutations du génome, leur FST sera ici. Cependant, certaines mutations bénéfiques et soumises à une sélection positive vont montrer des FST très élevés. Par exemple, le carré rouge ici, celui-là. Ainsi, l'attention se porte sur ce qu'on appelle les outliers. Ça vient de l'anglais, ça veut dire les valeurs extrêmes, ici. Parmi ces valeurs extrêmes, on va trouver un enrichissement des mutations qui ont un véritable effet sur notre survie. C'est-à-dire on va trouver un enrichissement des mutations soumises à la sélection naturelle. La détection des outliers dans une analyse génomique de sélection implique donc d'identifier des régions génomiques qui présentent des niveaux exceptionnellement élevés ou faibles de différenciation génétique, de longueur des haplotypes, etc. Le principe est de distinguer ces régions avec des valeurs extrêmes par rapport aux valeurs attendues sur des processus évolutifs neutres qui affectent la plupart du génome. Ces approches fondées sur les valeurs extrêmes peuvent toutefois présenter des faux positifs. Par exemple, des mutations qui sont neutres, mais qui par hasard, comme celle-ci, neutre en noir, elle est par dérive génétique présent à un niveau de différenciation élevé, ou à l'inverse, des mutations qui ont été sélectionnées dans la vraie vie, mais n'ont pas arrivé au niveau de différenciation génétique, par exemple, que nous avons décidé, nous, de mettre comme seuil à partir de laquelle on va dire si cette mutation a été sous sélection positive ou pas. Donc, ce type de méthode présente aussi il faut les prendre avec prudence et de les compléter par d'autres analyses et validations pour confirmer les résultats obtenus. Mon laboratoire a réalisé déjà il y a pas mal d'années un des premiers scans génomiques de sélection naturelle. Nous avons voulu tester ici l'hypothèse que la variabilité phénotypique observée dans les populations humaines reflétait des différences d'adaptation génétique. Dans cette perspective, nous avons utilisé une approche pangénomique qui mesurait le degré, en l'occurrence des FST, de différenciation génétique de 2,8 millions de mutations dans le génome entre différentes populations humaines. Et on a utilisé donc cette technique de détecter des valeurs extrêmes, et on a vu que pour des FST supérieurs à 0,65, ce qui est immense chez les humains, ça existe, mais c'est surtout concentré sur des mutations qui vont changer la séquence de la protéine résultante ou des mutations à fonction régulatrice. Et la question alors, c'est ces cas rares, mais qu'ils existent, et qui pourraient expliquer non seulement la différenciation phénotypique des populations humaines, mais aussi nos différentes adaptations au milieu, tombent dans quel type de gènes. On a trouvé qu'ils tombent dans des gènes impliqués dans des traits morphologiques, par exemple la pigmentation de la peau. On le savait déjà, c'est un trait qui varie entre les populations humaines. C'est presque un contrôle positif qu'on est en train de détecter ce qu'il faut détecter, mais aussi des fonctions impliquées dans la réponse immunitaire ou les syndromes métaboliques, régulation de l'insuline, obésité, diabète, hypertension. Dans cette approche, nous avons aussi permis de montrer au niveau du génome entier que les différences génétiques entre les populations géographiquement éloignées pouvaient être accentuées par des phénomènes d'adaptation locale à l'environnement. Des dizaines d'autres études, utilisant des méthodes statistiques variées et plus ou moins sophistiquées, ont été réalisées par la suite et ils ont essayé de détecter des événements de sélection dans les différentes populations humaines. Par exemple, cette étude a analysé les séquences du projet 1000 génomes dans différents génomes des différentes populations du monde et ils ont identifié plus de 400 régions génomiques candidates dans différents chromosomes
pour être sous sélection positive, dont 35, ils ont dit, qui présentaient des signatures de sélection positive très robustes, car ils modifiaient la séquence de la protéine. Donc, un problème général qui reste entre toutes ces études, des scans génomiques de sélection, c'est les faux positives, car il y a relativement peu de gènes qui sont répliqués entre les différentes études, sauf ceux qui présentent des signatures de sélection très fortes. C'est pourquoi la recherche méthodologique visant à mieux détecter les effets de la sélection naturelle sur nos génomes a affiné des véritables mutations sous sélection positive, tout en réduisant le taux de faux positifs, reste un sujet de recherche extrêmement actif. Donc, différentes méthodes ils ont été développées au cours de ces dernières années. Par exemple, des méthodes qui utilisent des statistiques composites. Ça veut dire quoi? On ne va pas utiliser juste la différenciation génétique entre populations et les FST, ou la longueur des haplotypes. Mais on va construire une statistique qui met ensemble différenciation génétique entre les populations, longueur des haplotypes, variabilité de diversité génétique dans le gène, etc., afin d'avoir une estimation beaucoup plus robuste, une détection beaucoup plus fine et véritable des événements de sélection positive. Ces méthodes de statistiques composites ne nécessitent pas de modélisation explicite de la sélection, ce qui peut être un avantage, car parfois les histoires évolutives ou démographiques des populations humaines sont peu connues. En revanche, quand les histoires des populations humaines démographiques sont mieux connues, ce qui est quand même de plus en plus le cas pour la plupart des populations, grâce à l'apport de la génomique et de la paléogénomique, on peut détecter la sélection naturelle en utilisant des méthodes fondées sur une modélisation explicite de la sélection. Quand elle est possible, cette modélisation augmente la puissance de détection et donc minimise le taux de faux positifs. Il y a des méthodes fondées sur des calculs analytiques exacts de ressemblance, comme par exemple des méthodes classiques de maximum de ressemblance, des méthodes bayésiennes basées sur les chaînes de Markov-Monte Carlo, ou des méthodes fondées sur la généalogie des séquences. Malheureusement, les hypothèses sous-jacentes sont souvent simplistes ou simplifiées afin de pouvoir réaliser les calculs de vraisemblance. On peut contourner ces problèmes avec des méthodes par simulation informatique et donc, dans ces cas-là, sont basées sur des calculs approchés, donc non exacts, ce qui permet d'intégrer des modèles et des paramètres plus réalistes par modélisation, comme les calculs bayésiens approchés, ou l'ABC, ou l'apprentissage automatique supervisé, fondé sur l'intelligence artificielle. Ce que c'est important de savoir, c'est que ces méthodes, surtout l'ABC ou l'intelligence artificielle, permettent d'intégrer les statistiques composites, donc d'augmenter la puissance de la détection de la sélection. Donc, un grand nombre d'études s'est penché sur une question beaucoup plus générale, c'est-à-dire, est-ce que la sélection positive, par balayage sélectif, ce qu'on vient de voir, est-ce qu'elle a été fréquente pendant l'évolution humaine? Donc la réponse, le consensus général de toutes ces études est non, pas très fréquente. En gros, toutes ces études s'accordent sur le fait que la sélection naturelle, par balayage sélectif, fort, avec des mutations ayant des effets très marqués, est plutôt l'exception que la règle. Ainsi, le tableau qui émerge est que les balayages sélectifs classiques ont été rares dans l'histoire récente de l'humanité, ce qui incite à considérer d'autres modes d'adaptation, comme nous le verrons. Une autre ligne de recherche très active concerne la détection de la sélection positive lorsque les coefficients de sélection sont plus faibles. Quelle que soit l'étude ou la population étudiée, on voit plus ou moins qu'il y aurait eu entre 20 et 150 balayages sélectifs. Ce qui, même si c'est peu, évidemment, par rapport
au génome, nous offre, comme on verra vendredi prochain et l'autre, des exemples très clairs et très robustes de comment on a pu s'adapter au froid, à la chaleur, à la vie, à la vie avec peu d'oxygène et avec tout un tas d'autres contraintes environnementales. Enfin, terminons le cours aujourd'hui sur la détection de la sélection naturelle à travers le métissage. Autrement dit, comment détecter des mutations avantageuses dans nos génomes qui ont été introduites suite au métissage de nos ancêtres avec d'autres populations humaines ou d'autres formes humaines, comme les Néandertaliens. On peut distinguer, parce que vous allez m'entendre souvent parler, d'introgression adaptative ou de métissage adaptatif. Bon, la seule différence, c'est que le métissage adaptatif, c'est la façon dont le métissage entre différentes populations humaines a pu nous aider à s'échanger des mutations adaptatives qui ont mieux permis de s'adapter à l'environnement. Tandis que si ces mutations viennent d'une autre forme humaine, comme les Néandertaliens ou les Denisoviens, on parle plutôt d'introgression adaptative. Mais comment on détecte ce type de sélection naturelle? Donc, imaginons une population donneuse, ici, en violet, qui peut être soit les Néandertaliens, imaginons les Néandertaliens ici. Suite au métissage, la population receveuse aura des segments de son génome qui seront violets, témoignant ainsi du métissage. Supposons maintenant que la population receveuse, ici, à niveau de 7 morceaux du chromosome 6, dans tout le génome, on va dire, montre en moyenne 20% violets provenant de la population donneuse. Mais à cet endroit donné du chromosome 6, cette population est trop violette, entre guillemets, par rapport à ce qu'on s'attend du reste du génome. Ici, les 75% en moyenne proviennent de la population donneuse. Cela suggère un avantage à avoir acquis cette région génomique provenant d'une autre population. Nous verrons des exemples très concrets de comment le métissage avec les Néandertaliens, avec les Denisoviens, mais aussi comment le métissage entre différentes populations humaines a aidé à métaboliser certains aliments, à s'adapter aux différents contraintes climatiques et les résultats de ces contraintes climatiques sur notre santé. Enfin, une autre approche pour détecter la sélection naturelle est l'étude de l'ADN provenant des fossiles. Donc, on en a parlé l'année dernière, la paléogénomique. L'année dernière, j'ai focalisé toutes mes cours sur comment la paléogénomique nous a aidés à comprendre notre histoire démographique en Afrique, en Europe, en Asie, pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui n'étaient pas, vous pouvez le voir évidemment par Internet, tout ça. Mais cette année, on va faire appel à la paléogénomique pour comprendre aussi certains événements de sélection naturelle. Pourquoi? Parce que la paléogénomique, c'est-à-dire pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas l'année dernière là, c'est la capacité à étudier l'ADN provenant des fossiles. Ça nous permet aussi une autre chose, ça nous permet d'extraire l'ADN des fossiles des populations humaines qui ont vécu à différentes époques. Et comparer, par exemple, une population humaine qui a vécu dans le temps 2 à une population humaine qui a vécu dans le temps 3. Parce qu'on sait qu'il y a eu un changement environnemental ici, une glaciation ou un changement culturel, l'arrivée de l'agriculture, par exemple, il y a 10 000 ans, qu'on sait qu'a énormément impacté notre vie, impacté la densité de la population, a permis le passage d'un mode de vie chasseur-cueilleur à un mode de vie agriculteur. On peut comparer en temps réel presque les populations d'avant
et les populations d'après, pour voir s'il y a un changement, par exemple, dans ce gène et pour cette mutation, au cours des générations. Ça, c'est les fréquences de cette mutation. On voit qu'il y a environ 650 générations, il y a eu un changement immense de fréquence. Cette mutation a augmenté beaucoup. Donc vous voyez, l'étude de l'ADN ancien, de la paléogénomique, nous permet de suivre en temps réel le devenir d'une mutation au cours du temps. À différence de ce qu'on fait dans la plupart des cas, que c'est sur la base de notre diversité génétique d'aujourd'hui, aller en arrière. Donc on va voir comment on peut combiner les deux approches pour mieux comprendre la façon dont nous nous sommes adaptés à l'environnement. Donc en résumé, pour aujourd'hui, bien que le nombre d'événements d'adaptation génétique à l'environnement soit relativement faible par rapport à la variabilité de l'écosystème humain, les dernières 2 décennies nous ont fourni des exemples tangibles des gènes impliqués dans notre adaptation au froid, au manque d'ensoleillement, aux climats tropicaux et à nos habitudes alimentaires spécifiques. Le lait, l'amidon, on le verra la semaine prochaine. En outre, l'étude de la sélection locale au sein des populations vivant dans des conditions extrêmes ou ayant des régimes alimentaires uniques nous offre une meilleure compréhension des réponses physiologiques des humains aux pressions environnementales. Donc, dans les 3 prochaines semaines, nous explorerons en détail les exemples les plus solides d'adaptation locale chez les humains, tant sur le plan génétique que sur le plan phénotypique. Et pour aujourd'hui, je vous remercie.